Bonjour, aujourd'hui c'est la suite du précédent Extra Live, donc je suis toujours en compagnie de Mathilde, également de Léo et de Fred qui travaillent sur le jeu de plateau à base de figurines Conan Iborian Quest, et nous allons cette fois-ci parler un peu plus de l'univers du jeu, mais également de la fabrication, en l'occurrence des figurines et des gens avec qui ils ont pu travailler, et vous allez voir qu'il y a de très grands noms. Bienvenue dans Extra Live. Alors Fred, Léo, en gros, lorsqu'on va acheter le jeu Conan Iborian Quest, on aura quoi exactement dans notre boîte? Donc il y aura quoi? Et ensuite on parlera de la fabrication des éléments. Alors dans cette boîte, il va y avoir des plateaux de jeu, donc recto verso, donc des gros plateaux qui représenteront une scène dans laquelle vont se dérouler les scénarios. Donc c'est une map. C'est une map. Donc il va y avoir une map de la taverne, donc la fameuse taverne des jeux de rôle. Il va y avoir une map des marais, par exemple. Il va y avoir une map d'un bateau pirate, avec. Il va y avoir une map des souterrains. Il va y avoir une map du village Picte, bien sûr, et puis il y aura une map aussi d'une forteresse, une sorte de citadelle. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc déjà, il y aura ça. Ensuite, il va y avoir un nombre très important de figurines, donc finement sculptées par les meilleurs. Qui seront grandes comment? Elles seront comme ça, plutôt 35 mm, on va dire, 32 mm au niveau des yeux. Voilà. Okay, très bien. Donc en plastique, et pas en résine comme certains spécialistes des figurines aimeraient, mais c'est pas possible en fait, donc c'est quand même un gros tirage. Il y aura des dés gravés, plusieurs types de dés, puisqu'ils seront personnalisés. Il va y avoir des gemmes, des compteurs, des plateaux, il va y avoir des marqueurs, il va y avoir énormément... Le plateau du mal, le dashboard. Il y a le plateau du mal, qui sera donc un plateau en plastique sur lequel on va donc gérer totalement. Donc en fait, il a comme une sorte de tableau de contrôle en fait qui lui permet de contrôler toutes ces unités, tout sous les yeux comme ça. Et donc il aura ça quoi. Donc il va y avoir un matériel assez conséquent, assez énorme. Je pense que c'est du jamais vu on va dire dans ce type de jeu-là, les jeux un petit peu américains, vraiment beaucoup de matériel. Et donc tout ce qui est fiches de perso, compétences, etc. Ça se joue comment? Il y aura un système de cartes ou alors ce seront des feuilles avec des quadrillages qu'on remplira au fur et à mesure? Il va y avoir en fait un plateau qui permet, une sorte de plateau par personnage, ou de fiches cartonnées par personnage dans lequel on déplace des gemmes qui correspondent à ces gemmes d'énergie vitale en fait. Et des mini-cartes, équipements comme on trouve dans les jeux FFG, ça c'est très très classique de l'améritrage, de la mini-carte avec dessiné dessus une hache avec les caractéristiques de la hache, voilà, ses bonus, parfois un petit texte, un entrefilet de texte d'ambiance tiré directement de Word pour présenter un artefact par exemple, si on parle d'un artefact. En fait, tout ce qu'on met existe fatalement dans le récit, donc les récits impactent très forcément le jeu. Il y aura peut-être aussi, alors ça dépendra des stretch goals, mais il y aura peut-être aussi du mobilier 3D, c'est-à-dire que sur les cartes, on va pouvoir ajouter des petites tables, des petites chaises qui seront utilisables pour se battre, des portes, des chandeliers. Oui, bien sûr, mais il faut à chaque des fois... Des herses, des trucs comme... Voilà. Mais qui ont fatalement un impact sur le gameplay. Ça, c'est très important, il ne faut pas que ce soit purement cosmétique. Il faut vraiment que si on monte sur une table, on a par exemple, là en l'occurrence, un petit bonus, parce qu'on est plus haut, des choses comme ça. On peut, si on est désarmé ou qu'on a envie, on peut prendre un tabouret pour taper sur un adversaire, etc. Il faut que chaque élément du jeu soit aussi un élément de gameplay. Parce qu'un jeu c'est fonctionnel, il ne faut pas que ce soit purement, purement esthétique, purement cosmétique. Et sinon, comme la mécanique allie dés et cartes, il y aura en effet pas mal de cartes, de petites cartes. C'est vrai que j'avais oublié de le dire. Une petite question, à Essen, il y en avait des figurines que vous aviez déjà? Parce que j'ai vu votre stand. À Essen, on avait quelques figurines. Alors Essen, c'est le plus grand salon mondial du jeu de société, qui a lieu une fois par an. En Allemagne. En Allemagne, à Essen. Et donc du coup, le jeu était en présentation avec... Donc c'était vos figurines, il y avait un peu des figurines... On avait les premières figurines dans donc il y avait, voilà. Alors certaines figurines étaient utilisées même comme proxy parce qu'on n'avait pas... Certains personnages pour ce scénario-là n'étaient pas encore prêts, donc on a utilisé d'autres figurines qui ont déjà été sculptées pour faire les personnages en question. Mais on avait on avait une bonne partie des héros, voire tous les héros. Je pense que là, on avait à peu près 8 modèles différents de figurines, peut-être un peu moins, peut-être entre 6 et 8 modèles. Chouette, parce que je les ai vus en vrai, parce que c'était la première fois que je les voyais en vrai, donc j'étais là, waouh. Quelles sont les étapes de fabrication pour des figurines comme ça? Donc j'imagine
pour moi, vous allez me dire tout de suite si je suis complètement dans le faux, qu'il y a déjà un illustrateur qui crée le personnage. Ensuite, il y a des infographistes qui vont reprendre cette illustration de référence et qui vont créer un modèle 3D. Et ensuite, à partir de ce modèle 3D, on va fabriquer les figurines. Donc, on aura besoin de sculpteurs. Alors, je ne sais pas si on a besoin de vrais sculpteurs également, ou alors c'est que des sculpteurs infographistes. Il y a 2 écoles, justement. Oui, il y a 2 écoles. Il y a 2 façons, en fait, de travailler. Ouais. Tu peux travailler avec le modèle classique, on va dire, qui est la sculpture à la main, et c'est ce qu'on a utilisé en grande majorité sur Conan, même s'il y a également des sculpteurs, il y aura quelques sculptures 3D, et c'est ce qui se développe de plus en plus, hein, mais nous, on n'a pas fait ça, c'est-à-dire que nos sculpteurs se sont basés sur les dessins qui eux-mêmes sont repris des romans, c'est ça aussi qu'il faut dire, on a vraiment respecté la base, hein, on a vraiment, on a fait ça, on est revenu à la source. On a fait les dessins donc, par un grand illustrateur qui est habitué des jeux de figurines, puisque c'est Adrian Smith, qui est un illustrateur très connu, qui a beaucoup œuvré dans Warhammer ou Warhammer 40 000. C'est vraiment une vedette, hein, un grand nom. Et d'ailleurs, c'est très beau ce qu'il a fait. Et donc, les sculpteurs ont besoin de ces dessins pour reprendre la pose, pour regarder les détails, pour que tout soit plongé dans un univers. C'est ce qui donne la cohérence de ces figurines. Parce que si, finalement, tu avais plusieurs dessins de différents styles et que tu fais sculpter, bah, tu as pas une harmonie. Alors que là, tout est fait par pratiquement le même illustrateur, en tout cas pour la série de base. Après, il y a des invités qui sont venus se joindre, on pourra en parler aussi. Oui. Mais ça permet alors donc, à partir de ce dessin-là, ils sculptent minutieusement, ils ont des notions d'anatomie, puisque ce sont des sculpteurs connus, donc ils n'ont pas besoin d'en avoir plus. Ils viennent de tout pays ou c'est un casting international un petit peu? Non, c'est principalement des Français, même si on a aussi des non-français, mais on a aussi des Espagnols ou des Américains, mais principalement des Français, ils viennent de l'école Rackham. Alors, c'est très important, voilà. Parce qu'on a la chance en France, dans le milieu de la figurine, en tout cas pour la figurine, d'avoir... entre guillemets, sans chauvinisme aucun, hein, ce qui se fait de mieux en sculpteur, grâce notamment à la société morte aujourd'hui, Rackham, qui a vraiment été au top du top en termes de figurines, et la plupart des grands noms de la figurine aujourd'hui, mais à l'international, sont passés par, enfin même je dirais la totalité, sont passés par Rackham, qui était une boîte entièrement dédiée à la figurine et qui a vraiment presque changé le paradigme, c'est-à-dire que là, on est arrivé avec des figurines avec des proportions plus humaines. En fait, il y a eu un détachement par rapport au modèle Game Workshop qui avait par exemple des membres, des très grosses mains, des très grosses têtes, etc. Tout était disproportionné, notamment pour des raisons de solidité, mais aussi pour les peintres, parce que c'est beaucoup plus simple de peindre une main qui est comme ça, plutôt qu'une main qui est à taille humaine en 32 mm ensuite, rapportée à 32 mm. Et Rackham a un peu bousculé ce modèle. Et il y a toute une mouvance, entre guillemets, de sculpteurs qui sont nés, qui sont passés par Rackham. Et quand on parle de l'école Rackham, donc il n'y avait pas une école, entre guillemets, Rackham, mais on parle d'une façon de voir, je pense, hein, c'est ce qu'on peut dire, une façon de voir les figurines, une façon un peu plus moderne de voir les figurines. Les sculptures Rackham étaient réputées et admirées par tout le monde, y compris les Américains, y compris Games Workshop. Moi, je connais aussi les gens de Games Workshop et tous, pratiquement, ils m'ont toujours dit qu'ils admiraient énormément les sculptures Rackham. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sculpteurs Rackham, quand Rackham s'est arrêté, ils ont tous continué, ils sont tous des vedettes aujourd'hui, qui vivent de leur métier et qui sont demandés, qui n'arrivent très bien et qui n'arrivent même pas à honorer toutes les commandes qu'ils pourraient avoir. Donc ils choisissent leur projet. Il faut le savoir ça. Il faut s'y prendre beaucoup à l'avance. Heureusement, on a eu de la chance, c'est que sur Conan, sur Conan, ils ont été motivés dès le départ parce que c'est quelque chose qui leur parle, qui parle. Du coup, à peu près, qui bossent sur Conan. Je sais pas, il y en a, j'ai presque une dizaine, une quinzaine. C'est ça. C'est avec certains. Oui, vas-y, je t'en prie. Mini question en aparté, tu parlais justement de peinture de figurines. Elles seront déjà peintes là, les figurines, ou on pourra les peindre comment? Alors elles ne sont pas déjà peintes. Elles ne sont pas peintes. On pourra les peindre. On pourra les peindre, mais ce seront les gens qui devront les peindre. Voilà. Elles ne sont pas fournies en pré-peint dans la boîte. Mais évidemment, les amateurs vont les peindre, même s'il y a du boulot. Très bien. Il y a du boulot, voilà. Et du coup, une fois que tu as ces sculpteurs qui ont fait leur petite sculpture, donc il y a un moule qui est créé donc à partir de ces sculptures, et ensuite c'est fabriqué où?
C'est C'est fabriqué en Chine. En Chine, on ouais. passe par la Chine pour des raisons, je pense, de coût. Hein, Ouais. et Donc, unique, il y a en fait Shenzhen, hein, c'est la région de Chine, enfin, la région industrielle, la grande région industrielle de Chine, tout simplement parce que aujourd'hui, mais depuis un certain temps hein, maintenant, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas d'alternative au plastique. Dès lors qu'on fait de la figurine, enfin dans le jeu en tout cas, mais je pense que c'est vrai, dans beaucoup de domaines. Dans le jeu, il n'y a pas d'alternative à la Chine, sans quoi. Déjà, la question ne se pose même plus puisque les industries à même de faire de la figurine plastique en Europe n'existent plus. Là, les coûts de production, vraiment, là, on parlait de $40, on passerait peut-être, sincèrement, à $120 de coûts de production. Ce serait juste, et là, on parle d'une boîte à 1 000 € en boutique, c'est juste impossible. Donc voilà, c'est pas... Donc, qui dit plastique dit certaines contraintes, c'est-à-dire qu'en général, le rendu en plastique n'est pas aussi optimal que si on le fait en métal ou en résine, mais c'est plus solide et les méthodes ont progressé, ce qui fait qu'on va avoir quand même un rendu très très bien. Hein, voilà. Ah là, on va vers le plastique de The Other, ce qui est quand même qui est un mélange entre plastique et un Je connais pas Vous exactement avez touché à ça? Vous connaissez les formules mathématiques de votre plastique pour avoir les figurines? Non, mais on a. J'ai l'impression que tu pourrais me dire oui. Non, je me suis beaucoup renseigné sur les différents. Voilà, ce que propose à chaque fois les différents. Enfin, le fabricant. Le fabricant, il peut nous proposer vraiment un panel très important, depuis le plastique du petit soldat que tu vas trouver par 100 et qui est en fait tout fondu, jusqu'à. Et c'est ce sur quoi on va, parce que là, on a vraiment, en coût de production, on a essayé de ne pas se donner vraiment de limite, à du plastique qui garde, qui est relativement dur et qui va très bien prendre la forme des détails du moule, en fait, et qui ne va pas Le problème, c'est aussi un problème de déformation lorsque tu ouvres le moule, ou de rétrain, c'est-à-dire qu'en séchant, oui, lorsqu'il passe de sa forme liquide à sa forme dure, le plastique a tendance à t'as un petit rétrain comme ça de 5%, qui fait que les figurines sont toujours aussi un peu plus petites et perdent un peu de détails par rapport au moule. Là, ce qu'il nous faut, c'est une composition pour laquelle le rétrain est vraiment le minimum. Et là, je pense qu'on a vraiment Enfin, toi, tu as vu les trucs de The Others à la Gen Con, c'est parfait. Donc, je pense pouvoir dire que évidemment, il y aura un peu de perte de détails. Mais ça sera très très bien quand même. Voilà, ça sera quand même vraiment très. Parce que j'ai vu justement certains modèles de figurines, donc des petites sculptures, et c'est vrai que là les détails sont assez impressionnants. Il y a une créature qui est très cthulhienne par exemple, qui est blindée de détails, c'est très 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 joli. Je suis vraiment curieux de voir le résultat final à avoir en main. Elle sera énorme, hein, mais c'est une créature Lovecraftienne, on peut le dire, mais parce que Lovecraft et Howard se connaissaient. Ils entretenaient une correspondance. Lovecraft admirait beaucoup Howard. Et Howard a mis des créatures de Lovecraft dans Conan, donc on a pu en mettre une. Il y a même dans les récits de Conan, il y a aussi beaucoup de clins d'œil directs au mythe de Cthulhu, notamment parce que voilà, il y a beaucoup d'échanges d'idées, et je pense que c'était une façon aussi pour Howard, en faisant des sortes de crossover déjà, que je pense qu'on parlait pas de crossover à l'époque, de renforcer la substance du mythe, c'est-à-dire en faire autre chose que simplement une histoire, une légende qui n'appartiendrait qu'à Lovecraft. Donc finalement, je pense que là, c'est peut-être même les premiers crossovers, je sais pas du tout, je connais pas assez l'histoire de la littérature pour ça, mais voilà, parfois Cthulhu, je pense même que je peux te retrouver un passage où je crois Cthulhu est même cité en tant que Cthulhu. Ou alors tu as des créatures comme Tog, mais tu as Ugé le dieu qui est Chasoga chez Lovecraft. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Ouais, aujourd'hui on dirait crossover. On va dire de partage et d'enrichissement entre les auteurs. Est-ce que du coup vous les avez relus un petit peu les ouvrages de Howard? Oui, absolument. Ah bah oui. D'ailleurs, ils sont ressortis. Parce qu'il y a plein, je crois qu'il y a eu plusieurs périodes. Donc il me semble que Conan est apparu en 1932. Quelque chose comme ça. 34, je crois, 32. Bon, au début des années 30. Mais là, de toute façon, en français, elle vient de ressortir, donc maintenant ça fait quelques années, mais il y a une collection, une intégrale de Howard et Conan. Et oui, de bonne qualité, parce qu'elle revient totalement aux écrits de Howard et pas les autres auteurs qui sont venus, qui se sont greffés. Avant, ce qu'on pouvait lire sur Howard, c'était pas les textes de Howard, c'était les textes retravaillés de Howard, soi-disant retravaillés, remis dans un certain ordre, avec des nouvelles qui avaient été créées par d'autres auteurs. Pas aussi bien que, même très loin d'être aussi bien que ce que fait Howard. Et là, on est revenu à la source. En fait, donc,
On a engagé Patrice Louinet, qui est un Français, mais qui est un expert mondial de Conan. Enfin, il a fait une thèse sur Howard, etc. Et lui a travaillé avec les éditions Brajlon. Il a fait tout un travail d'expurgation de ce qui n'était pas Howard dans les Howard, dans Howard. Donc tous les rajouts qui ont été faits au cours du temps par des auteurs extérieurs. Il est revenu à l'œuvre originale. Exactement, pour ne garder que, entre guillemets, la scientifique moelle. Et donc c'est quelqu'un de très exigeant, parfois chiant, désolé Patrice, mais qui, c'est une contrainte qu'on s'est donnée, c'est-à-dire nous on paye un censeur, mais parce que ça nous oblige. C'est la caution. Voilà, je pense qu'on est tous dans l'équipe de très très gros amateurs de Conan. Mais on n'est pas des experts universitaires de Conan. Donc On peut donner des exemples. Par exemple, au départ, quand on avait pensé à ce projet, on s'était dit ça va être trop bien d'avoir Conan, Belit, Red Sonja et tout ça. Quand on a dit Red Sonja, donc la guerrière en bikini de Côte de Maille, ils ont dit non, c'est pas du Howard ça. Ah bon, c'est pas du Howard. Non. Ça a été créé en voilà. Donc elle y sera pas. Okay. Mais il y aura Belit par contre. Okay. Voilà. Donc en effet, oui, c'était indispensable de travailler avec lui. Non, mais c'est amusant, je trouve, dans le jeu, travailler avec une sorte d'historien sur un sujet qui... ça, c'est pas possible. Ça existe. C'est de côté, vous êtes sûr au moins d'être puriste sur l'approche de cet univers. Et je crois que vous avez travaillé également avec de grands illustrateurs, donc par exemple avec Brom, et entre autres. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce... Et qu'est-ce qu'il fait déjà? Il va s'occuper de quoi, Brom? Alors Brom, il n'avait pas le temps de s'impliquer davantage, mais il l'a quand même fait, et ça, on le remercie beaucoup. Il va faire partie de ces illustrateurs qui sont invités pour nous donner leur vision de Conan, nous proposer 2 dessins, donc 2 personnages, et ces personnages vont être sculptés selon le dessin de l'illustrateur vedette, et on va fournir des fiches avec des caractéristiques un peu différentes. C'est-à-dire que si vous jouez avec le Conan de Brom, il n'aura pas tout à fait les mêmes équipements, caractéristiques que le Conan de la boîte de base telle version, ou le Conan de Greg Manches, si on fait Greg Manches, ou voilà. Ce qui est rajouté en termes de stuff, par exemple, sur ce personnage, sur cette version de Conan, est-ce que c'est quelque chose que vous décidez ou qui est laissé à l'entière liberté créative de Brom, qui va créer son personnage et ensuite derrière vous faites avec les dessinateurs guest stars, on leur laisse vraiment leur vision du personnage, et ensuite en termes de gameplay, on adapte. Non, là on adapte le personnage justement à sa vision, sachant qu'il y a des visions qui sont pas radicalement différentes, mais parfois avec du Conan vraiment très stocky entre guillemets, masse de muscles, etc. Par exemple chez Paolo Parente, c'est beaucoup plus, la vision est beaucoup plus, on va dire musculeuse, alors chez Manches, elle est plus féline, et du coup, ça impacte. Là en termes de gameplay, c'est tout bête, ça va impacter soit le corps à corps, la force, l'endurance, soit plutôt l'agilité, ou des etc. compétences spéciales. Des compétences spéciales. Voilà, ça peut être. Vous avez un petit peu ces illustrations? Oui. Oui, j'en ai vu beaucoup. C'est vrai que j'ai hâte de voir tous les Conan différents. Enfin, t'imagines, tu commences le jeu, tu fais, je vais prendre lequel? Il y en aura combien? Déjà, t'en as pour 1 heure. On n'a pas compté, mais il y aura plusieurs versions de Conan. Il y en aura, je sais pas, au moins. Une dizaine ou 2-3? Moi, je dirais 5-6. 5-6, Non, c'est magnifique. Voilà. Est-ce que tu as une question spécifique à poser sur l'univers et sur la création du jeu? Ensuite, on va revenir brièvement à la fin sur le Kickstarter. On ne sait pas vraiment comment se joue le jeu, vraiment. On n'en a pas beaucoup parlé, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on développe un peu ça. Genre, comment on joue vraiment le mal, comment on joue vraiment le... C'est quoi le système de jeu, en fait? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, et ça, c'est ma question, c'est comment on joue vraiment. On va être un peu pressé par le temps. Le mal joue en gérant son énergie, joue un ensemble d'unités, ça va de personnages uniques à des groupes de personnages de 5 ou plus, en déplaçant des petites tuiles et des monstres, etc. En consommant de l'énergie pour pour activer ces personnages, sachant que le principe de base, c'est que plus un personnage s'est reposé longtemps, donc n'a pas été activé pendant un certain nombre de tours, moins il va coûter cher à activer. Okay. Et que par contre, réactiver sans cesse un même personnage est extrêmement cher. Donc voilà, le mal a un rôle un peu stratégique de gestion de son énergie pour un plateau global, alors que les joueurs jouent vraiment à la première personne, jouent chacun
un personnage, et eux aussi gèrent leur énergie, mais cette fois, c'est comme une focus micro-macro, quoi. Là, on va vraiment être focus sur un personnage et pas sur une unité. D'accord. Mais globalement, alors, c'est un jeu dissymétrique, mais sur les principes de fonctionnement du jeu, le bien et le mal jouent de la même façon. C'est juste ensuite un problème de focale sur est-ce qu'on joue un personnage et que là, les dépenses d'énergie se font vraiment compétence par compétence, carac par carac, etc., etc. Ou plutôt un niveau vraiment macro, le mal, où là, on va regarder de haut le plateau et on va jouer ses unités. Et alors, la dépense d'énergie se fait plus sur les unités, les personnages, plutôt que sur de la micro-gestion, en fait. Okay. On a d'un côté de la macro-gestion, de l'autre de la micro-gestion. C'est toujours pas clair, mais je peux pas... Il y a aussi, on se rend compte que le jeu, parce qu'on a fait, mais je sais pas, des centaines de parties. Mais oui, de tests, il y a je sais pas combien de testeurs uniques pour l'instant. Alors, en testeur unique, moi j'ai le compte, il y a très exactement, parce que chaque fois il y a des petites fiches en plus. La suite ASUN, on est exactement à 360... Alors, on est à 372, plus 2, puisqu'on a refait un test avec de nouveaux. Donc, testeur unique, 374 testeurs uniques. Et en partie, sachant que la plupart des parties se font sur des groupes restreints, c'est-à-dire parmi les 25 personnes, les scénaristes, là on parle d'une douzaine de personnes, et avec lesquelles on teste plusieurs fois par semaine en fait le jeu, parce qu'il y a vraiment 3, voire 4 en fait, groupes de scénaristes, on va dire 4, on va dire 3 corps groupes et un groupe un peu excentré. Moi, ça fait bientôt 1 an que je ne fais que ça. Mes semaines, elles sont très très remplies en ce moment. Donc, c'est du test de scénario, c'est de l'échange d'idées, du brainstorming, mais beaucoup de tests. Donc, beaucoup. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a effectivement une technique pour progresser. On peut jouer tout de suite dès le départ, hein, mais on apprend à mieux jouer avec un certain nombre de parties. Et il y a des techniques complètement différentes selon qu'on joue un personnage ou un autre. Ça n'a rien à voir parce que les personnages sont très typés. Et évidemment, quand on joue le mal aussi, il faut jouer d'une autre façon. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment 2 jeux différents. Et quand on joue le mal, il faut ralentir d'une manière générale. C'est vraiment lié au scénario. Tu as des scénarios où tu as intérêt plutôt à épuiser, ralentir tes adversaires. Tu as des scénarios où je pense qu'il faut être plus incisif et proactif. Un personnage, enfin voilà. Sur la gestion du mal, est-ce que vous laissez le choix des rôles à la discrétion des joueurs, ou est-ce que vous avez une méthode de sélection avec ce dé-là décidera si vous faites tant, c'est toi le mal? Pour moi, c'est très important. Ouais. En fait, tout le jeu aussi a été conçu sur la base. L'une des idées génératrices du jeu, ça a été il faut que le mal ne soit pas juste un animateur de partie, mais vraiment joue. C'est très important que ce ne soit pas, entre guillemets, un maître de jeu sans la capacité du maître de jeu de générer l'histoire. Voilà. Ce serait dommage. Et donc, pas un pouce-pion, entre guillemets. Donc là, tout était fait pour que le mal soit vraiment soit challengé par le scénario, que chaque activation de tuile soit le résultat d'un véritable arbitrage. Est-ce que celle-ci, pourquoi, etc. Qui est vraiment, alors que les problématiques qui se posent sont pas du tout les mêmes que les joueurs, il faut que ces problématiques soient au moins tout aussi intéressantes pour lui qu'elles le sont pour les joueurs. Donc ça c'est le challenge, parce que c'est ce que j'appelle le phénomène Space Hulk. Dans Space Hulk, pour ceux qui connaissent, le joueur qui joue les Genestealers, donc entre guillemets le mal, pour moi, il est plus animateur du parti, pouce-pion qu'autre chose. Enfin, il sait qu'il va gagner la partie. Le jeu, il a été fait du point de vue des Space Marines. Ouais. Vraiment, c'est eux et c'est pour eux que le challenge se trouve. L'autre, il est juste là pour représenter la menace. Mais, voilà. C'est la banque au Monopoly, quoi. C'est ça, exactement. Et non, mais c'est vrai, si on peut faire une image. C'est pas comme ça. Donc là, c'est vraiment. En tout cas, c'est le challenge. Je pense qu'on peut dire qu'on y arrive, mais ce sera un peu. Voilà. Donc j'espère qu'on y arrivait. Mais en tout cas, l'un des challenges du jeu, ça a vraiment été ça. Ça a été de faire que tous les rôles soient aussi intéressants et notamment que le mal ne soit pas juste un animateur de jeu, mais soit un joueur à part entière. Et comment vous avez géré justement le mal durant la campagne? Parce que autant tu peux accompagner un personnage qui va peut-être évoluer, gagner en compétences, etc. Mais le mal, lui aussi, il peut devenir plus balèze. Alors, il y a notamment par ce système d'énergie et de récupération, tu peux avoir par exemple plus d'énergie sur ton tableau. Tu peux récupérer plus. Ouais. Tu peux avoir des tuiles plus ou moins fortes. On peut limiter ou augmenter le nombre de tuiles que tu as le droit d'activer dans un même tour. Tu peux avoir accès à d'autres événements. Tu peux avoir accès à d'autres événements, notamment parce que par le biais d'une tuile événement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet de créer de l'histoire. Dans l'histoire, on va dire. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je pense pouvoir dire que c'est assez riche. Très bien.
Merci beaucoup. Un dernier mot donc sur Kickstarter. Donc là, ça va être lancé en janvier, c'est ça? En janvier, vous n'avez pas de date précise pour l'instant? Non, ça début janvier. Début janvier. Hein, la date n'est pas encore annoncée, mais ça sera plutôt. Vous avez déjà tourné votre petite vidéo, etc. Vous expliquez le projet, tout ça? On est en cours. Pas encore, c'est encore. On est en cours. Il y a plusieurs. En fait, il y a pas mal de vidéos qui vont fait pas mal de vidéos. Mais non, ça commence. Voilà. La semaine prochaine. Voilà, exactement. On est en plein dedans. Là. Et donc l'objectif derrière, c'est le jeu pourrait être accessible à partir de quand? Donc les backers devraient le recevoir pour l'été 2015. Pour la Gen Con 2015. Ok, très bien. Donc il vous reste encore moins d'un an de travail. Oui. Et surtout, presque tout est prêt pour la campagne en janvier. C'est vraiment janvier la grosse date. Ensuite, on a juste à passer sous presse en fait, puisque tout le développement a déjà été financé par ailleurs. Kickstarter ne nous sert pas à payer le développement, il nous sert juste à payer la prod. Ouais. C'est vraiment très différent. C'est pour ça qu'on a un modèle un peu plus rapide et on économise énormément de temps parce que à la fin de la campagne Kickstarter, on appuie sur le bouton, on lance les rotatives. Voilà, Kickstarter sera plus rapide, je pense, que d'habitude. C'est pour ça que ce sera été 2015 la livraison. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager toutes ces infos, toutes ces anecdotes. C'était vraiment très intéressant. 2 émissions complètes sur Conan Iborian Quest. Et donc merci à toi également de Mathilde. Donc, et vous allez avoir l'opportunité de toute manière de l'essayer dans la table. Donc on aura l'occasion de le revoir. Et donc merci une nouvelle fois de nous avoir suivis. Merci pour tout. Et on se retrouve très vite pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.